Bonjour et bienvenue tout le monde. Dans le cadre des portes ouvertes de l'UQAM aujourd'hui et au nom de notre directeur de l'Institut des sciences de l'environnement, le professeur Claude Coggia, il me fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre table ronde aujourd'hui sur l'activité physique et les changements climatiques. Je me permets de me présenter. Je suis Tania Handa. Je serai votre modératrice aujourd'hui. Je suis professeure au département des sciences biologiques à l'UQAM et je suis aussi directrice de notre programme en sciences, notre programme de la maîtrise en sciences de l'environnement, un des programmes pionniers d'ailleurs en sciences de l'environnement au Québec qui diplôme à chaque année des étudiants et des étudiantes dans nos profils de recherche et dans notre programme professionnel. D'ailleurs, j'en profite dans le cadre de nos portes ouvertes de vous inviter à découvrir notre offre de programme. À l'Institut, on a des programmes aux 3 cycles, le certificat en environnement, le bac en sciences naturelles appliquées à l'environnement, la maîtrise et aussi le doctorat. Et tous ces programmes seront présentés lors de nos salons d'accueil plus tard aujourd'hui et on vous invite à venir et prendre connaissance. On va essayer de vous mettre les liens dans le chat de la session dans la prochaine heure. Et toute cette formation de qualité qu'on offre à l'Institut est grâce à environ une centaine d'enseignantes, enseignants, chercheuses, chercheurs avec des expertises variées de plusieurs facultés. On est une unité interfacultaire à l'Institut. Et ces expertises comprennent bien sûr aussi des expertises sur les changements climatiques et les sciences de l'activité physique que nous allons discuter dans la prochaine heure. Et donc, avec les Jeux olympiques de Pékin qui ont commencé il y a quelques jours, et le dernier rapport du GIEC qui est en partie, qui a été publié à l'automne, l'autre partie qui était attendue dans quelques semaines, dans les prochaines semaines, nous avons cru pertinent d'unir ces thématiques aujourd'hui pour parler de changement climatique et les sports d'hiver. Vous avez peut-être entendu parler d'une étude récente qui stipulait que des 21 sites ayant accueilli les Jeux olympiques d'hiver depuis 1924, seulement 9 seraient en mesure de le faire d'ici 2050 en raison des changements climatiques. Donc, nos experts aujourd'hui vont nous aider à comprendre à quels changements dans le climat hivernal pouvons-nous nous attendre au Québec et ailleurs dans le monde et quels sont les impacts escomptés sur l'activité physique à l'extérieur. D'autre part, la pratique de sport, tant lors de grands événements internationaux comme les Olympiques ou d'événements plus modestes, peut elle-même contribuer à la crise climatique. Vous savez peut-être que de grands efforts ont été déployés pour démontrer à Pékin qu'il est possible d'organiser et d'accueillir des Jeux à faible impact sur le climat pour honorer les engagements annoncés par le Comité international olympique, mais est-ce que c'est assez? Donc, justement, sur ces thématiques, ça me fait grand plaisir de vous présenter nos panélistes qui vont intervenir chacun pour 10 minutes dans la première demi-heure avant qu'on donne la parole à vous, le public, pour amener vos questions. Donc, je vous présente mon collègue Philippe Gachon, professeur au département de géographie, directeur du Centre ESCAR, le Centre pour l'étude et la simulation du climat à l'échelle régionale et du risque, un grand réseau d'inondations intersectorielles du Québec. Notre invité Jean-Philippe Martin, qui est conseiller expert avec une expertise environnementale changement climatique à l'Hydro-Québec, qui est un de nos chargés de cours au département de géographie et au département des sciences de la Terre et qui est un fier diplômé de nos programmes de maîtrise et de doctorat en sciences de l'environnement à l'ISE. Et le professeur Paquito Bernard, qui est kinésiologue, professeur au département des sciences de l'activité de physique de l'UQAM et chercheur au centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Donc, merci beaucoup à vous trois d'être là pour démarrer la discussion aujourd'hui. Et sans plus tarder, Philippe Gachon, la parole est à toi.
Merci beaucoup, Tania. Merci pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je vais commencer par une brève introduction qui va permettre aussi de laisser la place après ça à mes collègues qui vont parler un peu plus dans le détail à la fois des effets changement climatique sur les sports d'hiver et aussi la pratique des sports d'hiver pour un certain nombre de sportifs. Donc, je vais vous partager mon écran. M'assurer que tout le monde voit bien et que quand je partage en plein écran, vous voyez le bon écran. Ça va? Oui, ça va. On voit ça en mode présentation, Philippe. Donc, je vais simplement switcher. Et Donc, j'en profite pour vous dire que les informations sur les séances, le salon d'accueil est disponible dans le chat si jamais ça vous intéresse. Et Philippe, c'est parfait. On voit la présentation. parfait. Alors, quelques éléments, évidemment, je ne rentrerai pas dans le détail de tout. On va parler rapidement quelques éléments sur les changements attendus dans le système climatique, versus aussi déjà ceux qui sont en cours, hein, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, le climat a commencé déjà à se réchauffer de façon importante, surtout au cours des dernières décennies. On va regarder aussi un peu le lien entre la hausse des températures et l'augmentation des différents types de précipitations. Évidemment, on va surtout insister sur la saison hivernale. Et puis, un élément de perspective, puis ça peintera justement la table à mes collègues Jean-Philippe, puis ensuite Paquito. Alors, j'imagine tout le monde est au courant, notamment Tania, tu mentionnais le rapport du GIEC donc, qui est sorti l'été dernier, qui montre à quel point le climat est en train de se réchauffer. Là, ce sont si vous voyez ici à gauche, l'augmentation des températures par rapport à la période pré-industrielle 1850-1900, on voit vraiment, surtout ces dernières décennies, une augmentation extrêmement rapide des températures. On est rendu à peu près à 1,2, 1,1, 1,2 degrés plus chaud que la période pré-industrielle. Et ça, c'est sans équivalent depuis 2000 ans. Non seulement le climat s'est réchauffé, mais il s'est réchauffé avec une rapidité qui est exceptionnelle, qu'on n'a jamais vue depuis plus de 2000 ans. On se rend compte aussi que ce réchauffement-là, d'abord, il est très hétérogène, il est très disparate, il n'est pas homogène sur l'ensemble du globe. Et en particulier, les hivers se réchauffent plus rapidement que les étés, par exemple, surtout dans l'hémisphère nord et dans les zones tempérées polaires. Ça, on regarde, par exemple, sur la période 80-2015, ce sont des données récentes qui montrent que, par exemple, dans nos régions, mais on voit toutes les régions continentales de l'hémisphère nord qui se réchauffent. C'est peut-être pas nécessairement vrai pour une partie de l'Eurasie, ici on voit, mais l'Europe, en particulier l'Amérique du Nord, nos régions se réchauffent à peu près à un taux de 0,4 degrés par décennie, ce qui est très important. Si on regarde d'ailleurs juste pour l'Amérique du Nord, mais pour le Québec, c'est même encore plus que ça. Surtout si on regarde notamment les dernières 30 ans, on voit les taux de réchauffement qui atteignent même plus de 1 à 1,5 degrés par décennie. C'est énorme. Ça veut dire qu'encore une fois, ici, vous voyez un petit peu à droite, malheureusement, elle est coupée. La neige est en train de fondre. Il y a moins de neige, évidemment, disponible. Encore une fois, ça dépend des régions, un tout petit peu plus dans le sud, mais pour la même période de temps, on voit une bonne partie, en fait, du pays. La quantité de neige, notamment ce qu'on appelle l'eau disponible dans la neige, diminuer avec ce réchauffement-là. Alors, dans le futur, on anticipe évidemment une augmentation des températures. Plus on émet des gaz à effet de serre, plus ça se réchauffe. 1,5, 2 degrés, 4 degrés, 4 degrés, si jamais, évidemment, on n'est pas capable de respecter ce qu'on a décidé dans les accords de Paris et réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Vous vous rappelez, on a tous entendu parler de ça, donc je ne rentre pas dans trop de détails, mais plus on s'éloigne de l'accord de Paris, plus on va dépasser ce fameux 1,5 degré, voire de 2 degrés. On va atteindre d'ici la fin du siècle des 3-4 degrés de réchauffement sur l'ensemble du globe. Encore une fois, de façon très hétérogène, ce ne sera pas évidemment du tout, on va dire, réparti, ce réchauffement de la même manière partout. Alors, si on regarde par exemple en hiver, encore une fois,
ce réchauffement-là. On voit par exemple vers la mi-21e siècle que ce réchauffement-là va surtout affecter de façon très importante, ici au Canada, l'hémisphère nord, une bonne partie en fait du bassin arctique. Puis ici à droite, vous voyez en fait l'évolution de ce qu'on anticipe en termes de couverture de neige, notamment en hiver. On voit les diminutions ici sur toutes les zones de pourtour, notamment ici, on voit dans les Rocheuses une diminution assez marquée sur une partie de l'Est, du Sud-Est des États-Unis, sur évidemment une partie de l'Est du Canada et surtout l'Europe. Donc, on voit des quantités de diminution importantes avec ce réchauffement des quantités de neige. Pour nos régions, encore une fois, si on s'éloigne encore plus vers la fin du XXIe siècle, réchauffement qui s'amplifie. Encore une fois, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais ça, c'est pour l'hiver ici en Amérique du Nord, avec une quantité totale de précipitations qui va augmenter, mais simplement, on va avoir plus d'événements de pluie sur neige et en particulier un nombre de jours de gel qui vont diminuer. Donc, saison d'hiver avec les quantités évidemment disponibles pour pouvoir pratiquer de neige, disponibles pour pouvoir pratiquer le ski qui vont diminuer. Donc, pour résumer, avec le réchauffement, on anticipe une humidité plus importante dans l'atmosphère, une intensité de précipitation plus importante. Et je précise bien, il faut faire attention, ce n'est pas parce qu'on a un réchauffement évidemment important, je vous l'ai montré, que nécessairement on a toutes les précipitations sous forme de pluie. Hein. On l'a vu évidemment dans les tempêtes récentes dans les maritimes, on s'entend que dans les maritimes, ils sont rendus à plus de 2 mètres de neige depuis Noël. Donc, mais quand même, la cryosphère, grosso modo, la neige va diminuer, notamment la saisonnalité de la neige, raccourcissement de la période, évidemment, où on va être capable de pratiquer les sports d'hiver. Intensité des systèmes météorologiques qui apportent à la fois les fortes pluies des cycles de neige et aussi des vents forts qui vont augmenter, un cycle de gel des gels plus important, puis des événements de pluie sur neige importants. Alors, en perspective, puis c'est là que je vais laisser la parole à mes collègues, ça veut dire quoi évidemment, des hivers avec un réchauffement de ce type-là. Bon, déjà, pour en parler, dès 2019, d'ailleurs, l'effet des changements climatiques sont tellement importants sur l'industrie sportive au Canada que le Conseil des Jeux du Canada, d'ailleurs, avait annoncé une signature d'un accord cadre entre l'ONU, d'ailleurs, et le CIO, qui impliquait évidemment ici une prise d'action à travers le Canada sur, évidemment, les sports d'hiver et aussi nos hivers. Un très intéressant article de notre collègue Jérôme Duprat, d'ailleurs, qui en parle dans Géoplenaire en juin dernier. Je vous encourage aussi à aller voir le rapport de la Fondation de David Suzuki. Et je termine là-dessus. De temps en temps, au Québec, c'est important de pouvoir juste faire ressortir les statistiques. Vous savez qu'au Québec, nous sommes 34% de tous les Canadiens à pratiquer les sports d'hiver. Donc, on est les plus nombreux au pays. On a la plus grande superficie, enfin, le plus grand nombre de stations de ski au Canada. Et donc, c'est une activité extrêmement importante à la fois pour le tourisme ici, mais aussi pour la pratique du sport en hiver. Voilà. Merci beaucoup, Philippe, de nous avoir mis la table, qu'on réfléchisse ensemble au système climatique. J'aimerais inviter Jean-Philippe à poursuivre. Jean-Philippe Martin. Yes, je partage mon écran. Donne-moi une petite seconde. C'est cet écran-là, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous voyez? Ça marche? Oui, c'est Good. parfait. Super. Donc, merci Philippe pour la superbe introduction. Donc, maintenant, Philippe a démontré ou nous a illustré qu'il allait y avoir plusieurs changements dans nos systèmes climatiques, notamment en période hivernale. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'impact sur les sports d'hiver ou sur les milieux dans lesquels on pratique les sports d'hiver? On pourrait dire, donc, j'ai décidé de présenter 3 cas d'études pour parler des impacts sur nos activités patrimoniales. Finalement, hein, le sport d'hiver au Québec, ça fait partie de notre patrimoine. Les impacts économiques que ça peut avoir. Donc, je vais faire une espèce de transition avec ce que Philippe disait sur l'importance des stations de ski, notamment pour l'économie au Québec. Puis, les impacts qu'on pourrait avoir aussi sur la sécurité des usagers avec un cas un petit peu plus, on pourrait dire marginal, mais qui m'intéresse. Donc, les sports d'hiver au Québec, ça commence il y a très longtemps. Hein? Donc, ça, c'est une photo de Herman Smith Johansson, qu'on surnommait Jack Rabbit, qui a ouvert des centaines de kilomètres de sentiers de ski de fond dans les Laurentides à partir des années 30, 40 et
et qui a skié jusqu'à l'âge de 110 ans ou 111 ans, je crois. Donc, ça a commencé il y a très longtemps et ça fait vraiment partie de notre identité au Québec, bien sûr. Donc, ça fait partie de notre patrimoine. Et quand on parle patrimoine, on peut penser à un des icônes des sports d'hiver au Canada. C'est bien sûr la patinoire du Canal Rideau, hein, 7,8 km de patinoire naturelle. On peut patiner avec une vue sur la colline du Parlement à Ottawa. C'est l'équivalent en superficie de 122 patinoires olympiques. La patinoire du Canal Rideau est en activité depuis 1971. C'est sa 52e saison cette année. À chaque année, il y a des millions de visiteurs. Il y a un festival, le festival Winterlude. Il y a même des citoyens d'Ottawa qui utilisent la patinoire comme mode de déplacement actif l'hiver. Donc, ceux qui habitent près du canal, qui ont cette chance-là, enfilent leur patin et peuvent se rendre au bureau en patin. 2020, c'est le 50e anniversaire, donc la 50e saison d'activité de la patinoire. Et pour la première fois de l'histoire, toute la section de la colline parlementaire en aval de la patinoire restera fermée tout l'hiver parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir la qualité de glace suffisante et sécuritaire pour ouvrir. Et donc, si on regarde ce qui se passe depuis l'ouverture de la patinoire en 1970, on peut voir qu'effectivement, il y a une espèce de tendance hein, en termes de nombre de jours de la saison de patinoire, de patinage qui diminue environ, on pourrait dire là, environ 5 jours par décennie ou 0,55 jours par année de diminution entre 1971 et aujourd'hui. Or, si on coupe cette série-là et on regarde ce qui se passe depuis la fin des années 90, ben, on a une accélération dans cette tendance-là, environ une journée par année de perte dans la durée de la saison de patinage ou encore là, 10 jours par décennie. Et dernier point que je veux vous faire remarquer, regardez où on se situe en 2021. On se situe ici. C'était l'année record et un triste record. Pour la première fois, on n'a pas réussi à avoir 30 jours d'ouverture de la patinoire au Canal Rideau. Donc, on peut regarder ça, ce sont des tendances basées sur le nombre de journées, mais est-ce qu'il y a un lien avec le climat? Bien oui, on pourrait l'attribuer au climat. Ici, j'ai fait un petit graphique rapidement hier soir là, où j'ai mis donc sur mon axe des Y la durée de la saison de patinage au Canal Rideau et en X la température minimale moyenne en hiver. Et on peut voir que la relation statistique entre ces deux variables-là est quand même bonne. Ça n'explique pas la mécanique au niveau de l'événement qui va permettre la fonte des glaces, mais on peut voir que et c'est un peu une tautologie, mais plus l'hiver est froid, plus on risque d'avoir une très bonne saison de patin. Comme Philippe nous mentionnait, les hivers, c'est là où les températures vont être le plus fortement influencées par les changements climatiques globaux. Et donc, j'avais fait une étude dans le cadre de mon ancienne vie de consultant sur ça. Et ce qu'on avait remarqué, je ne présente pas les données pour ne pas vous assommer, mais ce qui est surtout affecté, c'est le début de la saison. En 71 ou en 72, je crois qu'on avait ouvert une fois le 16 décembre la patinoire. Maintenant, les ouvertures de la patinoire du Canal Rideau avant la mi-janvier, c'est l'exception, c'est plus la règle. Donc, c'est le début de la saison surtout qui est affecté par ce réchauffement. On a plus d'interruptions aussi dues au redoux en hiver. Donc, cette variabilité-là du climat, il fait chaud, il fait froid, il pleut, il neige, toute cette variabilité-là fait en sorte que souvent on perd soit une quantité de glace sécuritaire ou une qualité de glace suffisante pour pouvoir ouvrir le canal en entier ou certaines des sections. Et on avait fait des projections, une fonction de transfert avec les projections climatiques et on en venait à la conclusion que dans les prochaines décennies, l'hiver normal serait de moins de 40 jours en termes de durée de patinage. Et d'ici 2080, on parle là, que l'hiver normal aurait moins de 20 jours comme durée de patin. Donc, c'est vraiment une perte énorme là, pour, bien sûr, il y a des incidences économiques et tout ça sur le tourisme à Ottawa, mais c'est aussi une perte d'un icône on pourrait dire, de notre nordicité au Québec. Puis ça, ben, j'ai mis comme la patinoire iconique du Québec pour l'illustrer, mais j'aurais pu parler d'à peu près toutes les patinoires au Québec, dans plusieurs municipalités. Ça devient trop compliqué l'entretien d'un si grand parc de patinoires. Ils en ferment parce que la voirie sont occupées aussi
avec les travaux de salage, de déglaçage, de déneigeage des routes, ils n'arrivent plus à entretenir leur parc de patinoire. Ils ne voient pas la rentabilité de le faire pour des hivers qui sont de plus en plus variables et chauds. Donc, on a aussi cette perte-là aussi à plus petite échelle. Et donc, dans le cas du canal Rideau, je passe très vite, mais ils ne veulent pas le perdre, hein, cette activité-là, cette icône-là. Donc, ils mettent en place des mesures d'adaptation. Déjà, lorsqu'il y a des nuits très froides en début de saison, il y a un couvert de glace très mince. On peut le voir ici, là, il y a des employés qui viennent inonder la glace pour faire en sorte qu'on crée un couvert de glace par le haut, finalement, lors des nuits très froides. On va aussi faire des espèces de drains ici pour faire en sorte que les eaux pluviales, les eaux de pluie qui ruissellent, qui sont très chaudes, ne soient pas directement dans le canal pendant la saison d'hiver et ne réchauffent pas la glace, mais soient déversées beaucoup plus loin, hors de la zone où on patine. Et ils ont parti, la Commission de la capitale nationale a parti un projet de recherche avec l'Université de Carleton pour essayer de mettre en place d'autres projets pilotes, notamment installer des canons à neige pour favoriser le transfert thermique via la neige, inonder la glace de façon encore plus hâtive, etc., pour essayer de sauver cette institution-là. Et donc, bien sûr, je disais que ça aurait des impacts économiques aussi, et Philippe l'a mentionné, quand on parle impact économique du tourisme hivernal, on pense tout de suite aux stations de ski. Ouranos, avec Laurent Da Silva, ils ont piloté une étude en 2019 sur l'impact des changements climatiques sur les stations de ski en Estrie. Donc, l'équation n'est pas très, très compliquée, hein. Si on anticipe un rehaussement des températures, si on anticipe aussi une diminution du couvert de neige, ben c'est sûr que 1 plus 1, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait une perte de durée de la perte en termes de durée de la saison pour les stations de ski en Estrie. Cette étude-là était basée sur l'Estrie, bien sûr, qui est au sud du Québec. Les premières, ça va être nos stations Canaries, on pourrait dire. Qu'est-ce qui ressortait des conclusions de cette étude-là? Une diminution de la saison de ski de 10 à 20 jours d'ici 2050, une baisse de 20 à 30 des pistes ouvertes, donc un domaine skiable qui est ouvert moins longtemps, un domaine skiable qui est rétréci aussi, un domaine skiable où les conditions de glisse ne seront plus aussi bonnes nécessairement parce qu'elles seront plus variables, et donc les pertes de revenus de 3 à 10 pour les stations de ski si on ne met pas en place des mesures d'adaptation pour essayer de sauver les meubles. Donc, encore une fois, on peut voir qu'il va y avoir des impacts sur nos milieux qui sont quand même considérables. Et le dernier dont je vais vous parler, c'est la sécurité lors des activités récréatives, et j'aurais pu utiliser plein de cas de figure. Je reviens à mes premières amours. Moi, j'ai fait mon doctorat sur les avalanches de neige. Donc, les avalanches de neige qui, pour un petit fait curieux, parmi les risques naturels au Québec, les avalanches de neige arrivent au 2e rang en termes de fatalité depuis 1850. Donc, c'est un risque qui affecte une bonne partie ou qui affecte quand même considérablement la population. Et notamment avec cette pandémie qui nous cloisonne au Québec, les gens ont besoin de sortir dehors. Il y a un engouement pour le ski hors piste où les gens vont faire du ski alpin en dehors des centres et vont chercher de la neige fraîche. Mais qu'est-ce qu'ils vont essayer d'aller skier? Ce sont des versants abrupts, des versants qui présentent aussi des caractéristiques qui sont propices aux avalanches de neige. On pourrait se dire, ben, Jean-Philippe, vous nous dites qu'il va y avoir moins de neige éventuellement. Moins de neige, moins de problèmes. C'est pas si simple que ça. Et là, on va faire quand même des grandes généralités. Mais qu'est-ce qu'on va voir, entre autres, c'est que notre manteau neigeux qu'on connaissait bien quand on était un skieur expert dans une région, on connaissait bien notre manteau neigeux, on était capable de le lire. Il va y avoir des changements assez significatifs dans ses caractéristiques. Hausse des températures en hiver, qu'est-ce que ça veut dire? On a davantage de neige qui se transforme en eau, qui sature ce manteau neigeux-là, et notre manteau neigeux devient plus dense. Et si on augmente la densité du manteau neigeux, on crée un problème d'avalanche qui sont les avalanches de plaques de neige mouillée. Donc, c'est de la neige très, très lourde qui dévale les pentes finalement avec une force d'inertie importante. Ce sont des avalanches qui sont généralement potentiellement destructrices. Donc, on va avoir tendance à voir ce problème d'avalanche-là qui peut être plus dommageable
plus souvent. Et d'autre part, il va y avoir des changements dans les types d'accidents. Si on a un manteau neigeux plus dense et on se fait ensevelir dans une avalanche avec un manteau neigeux plus dense, on augmente notre risque d'asphyxie. Si on diminue l'épaisseur de notre manteau neigeux, ça veut dire que on, on va frapper davantage qu'est-ce qu'il y a sous la neige, hein, les roches, les arbres, tout ça. Donc, on va potentiellement augmenter aussi les cas de trauma. Donc, des impacts sur la sécurité des usagers. J'aurais pu parler aussi des sentiers de raquettes gelées ou justement des couverts de glace un peu plus minces pour la pêche sur la glace. Donc, plusieurs enjeux de sécurité aussi pour nos usagers là, dans un contexte de changement climatique. Donc, en conclusion, on pourrait dire que les sports d'hiver font partie de notre identité en tant que nation au Québec. Hein. Je vous ai mis une carte des sentiers de ski de fond dans le Laurentide qui date de 1948, où on pouvait se rendre, mettre nos skis de fond à Sainte-Agathe, puis les enlever à Prévost, quelques 40 kilomètres plus loin. C'est un domaine qui est en pleine mutation. Aujourd'hui, on vous parle de changement climatique et Paquito serait mieux placé que moi pour parler des autres mutations. Je ne suis pas un expert dans le domaine, mais je le vis en tant que pratiquant. On voit qu'il y a des mutations à tous les niveaux. Hein. Les changements climatiques, c'est un aspect, mais des changements au niveau sociodémographique, au niveau culturel. Moi, je suis un grand amateur de ski de fond. J'ai remis un T-shirt pour le représenter et je trouve ça merveilleux d'aller skier au Parc Maisonneuve maintenant et voir autant de skieurs issus de la diversité culturelle, ce qu'on ne voyait pas il y a 5 ans encore. Mutation technologique, on change nos pratiques aussi, on change la technologie. On n'a plus le droit de mettre du fluor dans certaines compétitions de ski de fond, par exemple, pour être moins dommageable pour l'environnement. Des conflits d'usage aussi avec la pression à l'extérieur de Montréal sur des lieux qui avant étaient dédiés au sport d'hiver et bien sûr la pression climatique. Donc, les changements globaux qui affectent notre industrie présentement et la solution finalement pour pérenniser nos activités, c'est de l'adaptation proactive et commencer à y réfléchir aujourd'hui. Et maintenant, je passe la parole à Paquito pour la suite de la présentation. Merci Jean-Martin pour ce regard sur le patrimoine et les adaptations nécessaires. Donc, sans plus tarder, Paquito, on voit bien ton écran et puis on a hâte de t'écouter. Avec le micro, c'est mieux. Bonjour à toutes et à tous. Merci à mes collègues pour cette super introduction. Puis je vais essayer d'être à leur hauteur. Moi, je vais vous apporter un point de vue plus du point de vue de l'activité physique, des sciences de l'activité physique. On est quelques-uns à s'intéresser au lien entre activité physique et puis changement climatique, mais plus principalement, comme c'est la thématique du jour, aux activités physiques liées à l'hiver. Tout d'abord, je pense qu'il est vraiment important de rappeler que malgré tout ce qu'on peut croire et les efforts qui sont faits, si on regarde les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale encore ces derniers mois, malgré le Covid, elles continuent d'augmenter. Donc, malgré tous les efforts qu'on fait, nos émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Et puis, si on veut résumer où est-ce qu'on en est un petit peu, c'est une sorte de résumé graphique beaucoup plus simplifié de où est-ce qu'on en est sur l'urgence climatique. On est quelque part entre la zone rouge et jaune sur le besoin de changer les choses, notamment en termes d'émissions. Si on s'intéresse maintenant aux enjeux en lien avec l'activité physique de loisirs, l'activité physique dans les transports et puis les changements climatiques, il y a vraiment depuis, on va dire maintenant, 3 ans, 4 ans dans la presse sportive, un intérêt croissant sur les enjeux climatiques. On peut trouver d'anciens écrits sur ces enjeux-là, mais il y a par exemple des sportifs de haut niveau qui commencent à s'inquiéter de leur empreinte carbone. On le voit aussi aujourd'hui en ce moment avec les Jeux olympiques. On le voit aussi notamment par exemple avec la prochaine Coupe du monde de soccer qui a dû être décalée au mois de novembre parce qu'il fait trop chaud l'été au Qatar, etc., etc. Donc il y a une prise de conscience croissante des pratiquants sportifs, de la presse sportive aussi sur les enjeux climatiques. Mais qu'est-ce qu'on connaît un peu plus? Et puis qu'est-ce qu'on nommait surtout? C'est que nos pratiques sportives à nous, qu'elles soient d'hiver ou d'été, elles sont associées à une certaine empreinte carbone. Si vous regardez ce graphique ici, vous avez globalement une représentation
on ne va pas rentrer dans le détail, des empreintes carbone des habitants de quelques pays d'Europe et puis aussi du Canada et puis des États-Unis. Puis si on regarde les quelques études qui s'intéressent sur cette empreinte carbone individuelle, quelle est la part respective de nos pratiques sportives, on voit que c'est les pratiques sportives liées à la pleine nature qui peuvent représenter jusqu'à 25% de notre empreinte carbone individuelle, notamment due au transport. Donc, c'est souvent, il ne faut pas oublier que nos pratiques sportives peuvent accélérer, en fait, participer au changement climatique, notamment parce qu'on est obligé de faire, soit on est obligé, soit on fait des grands déplacements, par exemple en avion, pour aller skier en Norvège ou aller skier en Colombie-Britannique. Et puis, quelque chose qui est aussi intéressant, on parle souvent des sportifs de haut niveau. Je vous ai dit, il y a de plus en plus de sportifs de haut niveau qui s'intéressent aux enjeux climatiques. Mais quand on regarde leur empreinte carbone à eux, si on regarde ici, par exemple, un athlète qui fait globalement une saison de championnat du monde de ski alpin, donc qui va sauter d'avion en avion pour aller faire des compétitions, il a une empreinte carbone annuelle aux alentours de 45 tonnes d'équivalent CO2 par an, ce qui est énorme. Hein. Pour rappel, pour rejoindre les accords de Paris, on devrait tous et toutes réussir à être entre 2030 et 2050 à 2 tonnes par an. Donc, il y a aussi un enjeu autour de comment on peut réorganiser les compétitions de haut niveau, même que ce soit dans les sports motorisés, que ce soit dans le soccer, mais ici dans le ski alpin, pour réduire l'empreinte carbone des pratiques de haut niveau. Ça a été dit par mes collègues. Ici, un autre exemple, quand on s'intéresse aux pratiques de loisirs, c'est-à-dire, ça se fait beaucoup au Canada ou dans les États frontaliers américains, de construire sa propre patinoire quand on a un espace dédié. Et puis ça, c'est les résultats d'une étude de sciences citoyennes quand on s'intéresse aux dernières années. D'accord. Ici, je vous ai mis les résultats à Montréal. C'est de plus en plus compliqué de fabriquer soi-même sa patinoire parce que la durée des saisons est plus courte, parce que les nuits sont moins froides. Ça a été bien présenté par mes deux précédents collègues. Mais si on s'intéresse maintenant au futur, c'est-à-dire comment on peut essayer de comprendre l'impact des émissions en fonction des scénarios, des choix qu'on fait d'émissions actuelles, quel impact ça va avoir sur la durée des saisons ou le nombre de jours où on va pouvoir, par exemple, faire du patin à Montréal ou à Ottawa. Ici, vous avez une représentation graphique de la durée des saisons ou le nombre de jours où on va pouvoir skier en fonction des scénarios de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on change radicalement nos émissions de gaz à effet de serre puis on les réduit dès demain radicalement, ou on ne change rien puis elles continuent de croître, de croître, de croître. Et ici, vous avez le graphique qui représente donc d'année en année, de décennie en décennie, la durée des saisons ou le nombre de jours où on va pouvoir patiner en extérieur dans un scénario où on ne change pas nos émissions de gaz à effet de serre, elles continuent de croître. Donc, globalement, si on ne change pas nos émissions de gaz à effet de serre, ça va devenir quasiment impossible de pouvoir patiner, soit parce que les conditions ne vont pas le permettre, ou soit, comme ça a été dit par mon collègue, parce que les conditions vont être tellement courtes que économiquement ou matériellement, ça va être difficile à organiser comme pratique. Une autre étude plus récente qui a été faite par une équipe de recherche de Concordia, si ma mémoire est bonne, qui pose exactement la même question, mais ici sur les patinoires extérieures à Montréal. Donc, la slide précédente, c'était plutôt à l'échelle du Canada. Et puis ici, si on s'intéresse, on a exactement le même type de résultat, c'est-à-dire que le fait que nos enfants ou nos petits-enfants puissent patiner en extérieur à Montréal dans 30 ou 40 ou 50 ans est totalement déterminé par le fait qu'on choisisse ou non de diminuer drastiquement les émissions de gaz à effet de serre actuelles. On a parlé avant du ski de fond avec mes collègues, on a parlé aussi du patin, mais il y a d'autres activités d'hiver. Ici, on se déplace un peu chez nos voisins frontaliers parce que je ne connais pas d'études qui ont fait le même genre d'approche, mais imaginez que l'équivalent de Parc Canada ou des CEPAC a fait des projections en fonction des scénarios de gaz à effet de serre pour savoir quel type d'activité on va encore pouvoir faire en 2060 dans leur parc en fonction des grandes régions américaines que vous voyez ici sur la carte.
Et si on s'intéresse à la région frontalière avec le Québec, hein, où le sud des Québec a exactement quasiment les mêmes conditions, ben on se rend compte que c'est le ski de randonnée, le ski de fond, les activités de glace et aussi les activités de pêche et de chasse qui vont être les plus touchées négativement. Donc, ça va être de plus en plus difficile dans la région bleue, là, c'est la région la plus touchée, d'ici 2060, de pouvoir faire ces activités l'hiver dans un scénario aussi de gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre très élevées. Si on s'intéresse aussi à la possibilité, à la réduction des saisons de ski, donc ça a été dit par mes collègues, vous avez ici une revue de littérature très intéressante qui s'intéresse à des données en Ontario du Nord, central ou du Sud, et puis aussi au Québec. Peu importe les indicateurs qu'on prend, la durée des saisons va drastiquement réduire dans les prochaines décennies. Et puis, comme ça a été souligné tout à l'heure, le coût de fabrication de la neige artificielle, si on veut essayer de compenser puis de maintenir ces stations de ski rentables, va totalement exploser. Et ici, on ne parle uniquement que du coût financier, on ne parle même pas du coût hydrique, c'est-à-dire le fait de ponctionner de l'eau, ou du coût aussi énergétique. Si on considère aussi que la motoneige et le ski-doo est une activité sportive et qu'on regarde aussi les prédictions de pouvoir avoir des conditions relativement correctes pour faire du ski-doo dans les prochaines années, c'est-à-dire d'ici 2050, on voit qu'en fonction des scénarios de gaz à effet de serre qu'on utilise, il va y avoir des réductions de la durée des saisons qui vont être très, très importantes, voire même si on prend l'extrême de l'intervalle de confiance, des saisons ou des endroits ou des saisons, alors bien sûr avec beaucoup de variations géographiques au Canada, où ça va devenir quasiment impossible de pouvoir sortir son ski-doo, en tout cas sur de la neige. Et puis, ça a été dit par Tania en introduction, vous connaissez certainement l'étude sur où est-ce qu'on va pouvoir réorganiser les Jeux olympiques d'hiver, qui est une étude faite par Scott d'une équipe en Ontario. Ici, vous avez une illustration des villes, si on regarde en fonction des scénarios de gaz à effet de serre faibles ou très élevés, des villes qui ont déjà accueilli les Jeux olympiques, puis où est-ce qu'on pourrait les accueillir en 2080 ou en 2050. Alors, on voit qu'il en reste quelques-unes. Mais plus récemment, ils ont publié une autre étude en utilisant exactement ces mêmes scénarios, mais au lieu de prendre uniquement la température et la couverture de neige, ils sont intéressés aux conditions qui ont été identifiées par les athlètes olympiques comme parfaites pour pouvoir performer de point de vue sécuritaire, dans des bonnes conditions sécuritaires. Et globalement, ça diminue par 2, voire par 3 le nombre de villes qui restent disponibles pour pouvoir organiser les Jeux olympiques. Dans un scénario de haute émission de gaz à effet de serre, en 2080, il reste une ville dans laquelle on va pouvoir organiser les Jeux olympiques, c'est Sapporo. Donc, plus on étudie les conséquences de nos émissions sur la possible organisation des Jeux d'hiver, et plus il y a des conséquences négatives. Je ne parle même pas ici aussi des conséquences négatives pour les athlètes paralympiques, hein, parce que les Jeux paralympiques suivent les Jeux olympiques, et donc du coup c'est en mars, c'est-à-dire que les conditions sont encore plus dégradées, donc ça va devenir quasiment impossible d'organiser les Jeux paralympiques à la suite des Olympiques si on continue, si on regarde uniquement les villes qui ont déjà accueilli les Jeux olympiques d'hiver. Et puis une étude plus récente qui s'intéresse à la soutenabilité plus globale des Jeux olympiques en prenant des indicateurs sociaux, économiques et aussi écologiques. Donc, vraiment une vision plus globale de la soutenabilité des Jeux olympiques. Et puis, en dépit de ce qui peut être annoncé par le Comité olympique international, on se rend compte que si on étudie tous les Jeux olympiques d'été comme d'hiver depuis 1992, eh ben, la durabilité ou la soutenabilité des Jeux olympiques d'été ou d'hiver, elle diminue. C'est-à-dire que l'empreinte écologique, sociale et économique de chaque jeu, tous les 2 ou 4 ans, est de pire en pire. Donc, il y a vraiment des gros efforts à faire. Ces auteurs-là vont même jusqu'à proposer qu'on devrait identifier 1 ou 2 villes qui accueilleraient en fait systématiquement les Jeux d'été et les Jeux d'hiver. On ferait de sacrées économies en termes d'énergie, et puis on pourrait aussi augmenter le fait qu'elles soient par exemple plus facilement et aisément reliées en chemin de fer et beaucoup moins
par l'avion, et puis il demanderait aussi de réviser les ambitions, puis la taille de l'événement, c'est-à-dire accueillir moins de visiteurs, etc. Aujourd'hui, quand on regarde la volonté du CIO, pardon, on en est très loin. Donc, la chose sur laquelle vous pouvez réfléchir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on veut pour les pratiques de sport de demain. Je vous ai ici donné les deux exemples relativement dramatiques. Des exemples d'une station de ski dans les Pyrénées où on pompe de l'eau pour fabriquer de la neige artificielle au bas de la vallée, puis ensuite on la monte en hélicoptère pour larguer la neige artificielle au sommet de la montagne. Ou ici, un exemple aussi dans le New Jersey où on fabrique une sorte de grand hall, un grand bâtiment dans lequel on peut tranquillement descendre des pistes de neige artificielle avec où tout est concentré, puis l'empreinte énergétique de ces bâtiments doit être vraiment énorme. Pour conclure, si la présentation d'aujourd'hui vous a plu, vous avez actuellement un article sur le site québécois La Conversation qui résume un petit peu les enjeux entre Jeux olympiques d'hiver et changement climatique. Voilà, je suis allé un peu vite, j'ai hâte de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Paquito. Et j'ai beaucoup apprécié que tu nous as amené aussi à réfléchir, disons, aux différentes dimensions du développement durable au-delà de juste les changements climatiques. Et j'aimerais dans quelques instants ouvrir aux questions du public pour qu'on puisse avoir une discussion entre nous. Mais peut-être je peux lancer avec une première question. Et donc, à tous les trois, est-ce que vous voyez d'autres conflits d'usage qui peuvent être entraînés par la diminution de la qualité des lieux, installations qui sont là pour pratiquer les sports d'extérieur? On a évoqué bon, l'aspect de drainer les bassins hydriques pour créer la neige. En tant que biologiste, moi, je pense aussi aux aspects de la biodiversité. Je sais que souvent, on est en train de déboiser des endroits pour créer des pistes de ski. Donc, il y a différents types de conflits d'utilisation du territoire qui viennent. Est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent à l'esprit que vous avez envie de commenter? Moi, j'irais tout de suite avec évidemment le conflit d'usage de l'eau. Jean-Philippe en a parlé un peu, ça c'est clair. La surutilisation dans le contexte du réchauffement de la neige artificielle, des problématiques aussi reliées au cycle hydrologique local, des polluants potentiels aussi. Il ne faut pas oublier aussi que certains types de neige aussi, il y a encore certains pays qui utilisent certains, on va dire, processus chimiques. Donc, il n'y a pas, c'est pas complètement exempt notamment de contamination de l'environnement, mais clairement, on sait que les aménagements de certaines pistes, notamment, et aussi surtout stations de ski faites de façon traditionnelle, sont aussi un impact non négligeable sur l'environnement. Je prends juste l'exemple de certaines stations qui ont été construites beaucoup dans les années 50-60, où la préoccupation environnementale n'était pas du tout celle d'aujourd'hui, puis dans certains pays, on continue à le faire. Donc, il y a une problématique d'usage, mais aussi d'utilisation, je dirais, de l'environnement naturel, notamment en zone montagneuse. Plus on va réchauffer, plus on va avoir aussi tendance à monter en altitude et donc aussi aménager dans les endroits de plus en plus, Jean-Philippe en parlait tout à l'heure à propos des avalanches, mais difficiles ou dans lequel aussi l'empreinte humaine va se faire dans des environnements qui jusqu'à présent aussi étaient restés vierges. Donc voilà. Merci, Philippe. Moi, ce que j'ajouterais à ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans avec la COVID, justement, il y a eu un engouement pour les sports de nature. On ne pouvait plus rien faire à l'intérieur. Donc, les gens sont sortis pratiquer des sports à l'extérieur. Et dans ce cas-là, justement, si on dégrade la qualité de la neige ou de la glace, finalement, on a une pression de population qui veut pratiquer ces sports-là. Je vois énormément de conflits qui commencent à naître entre les vieux pratiquants. Ah, ça fait 20 ans que je fais du ski de fond, que j'ai à mon centre de ski de fond. Puis là, ben, tout d'un coup, cette année, il y a plein de nouveaux pratiquants qui arrivent et qui prennent toute la place, qui savent pas skier, donc ils détruisent les pistes, ci et ça. C'est glacé quand j'arrive, etc. Donc,
Donc, il y a des conflits aussi. Ça exacerbe cette espèce de tension sociale-là qu'on voit poindre partout là, en ce temps de COVID-là. Ça, je pense qu'on le voit. Puis, pour faire un peu de surf, ce que tu disais, Tania, aussi, il y a aussi des conflits entre des usages du territoire, notamment en arrière-pays, avec l'avènement du ski hors-piste. On peut voir notamment que c'est un sport qu'on pratique dans l'ère d'hivernage du caribou forestier, notamment. Les skieurs considèrent que leur impact est pas assez important pour affecter le caribou parce qu'ils disent tout le temps, c'est pas nous le problème, c'est l'industrie forestière qui a fragmenté et détruit l'habitat considérablement. Donc, il y a l'espèce de tendance à vouloir pointer le doigt sur les autres aussi. Et peut-être pas nécessairement, là, Paquito parlait de dissonance cognitive. Là. Donc, c'est ça, peut-être pas d'avoir une perception objective de nos idéaux environnementaux versus notre envie de pratiquer. Là. Oui, merci Jean-Martin. Et j'en profite pour dire au public, n'hésitez pas, si vous avez une question, vous pouvez utiliser l'icône pour lever la main ou envoyer une petite note dans le chat. J'ai envie d'enchaîner avec une autre question concernant les sports de l'avenir. Donc, comment voyez-vous ça? Est-ce qu'on va devoir s'adapter? Je peux vous dire moi-même, je fais beaucoup de ski de fond. Je note que moi, je fais du ski classique encore. J'ai des skis où je dois farter et je note juste des évolutions même dans l'équipement où on voit que maintenant, on a des techniques différentes avec les skis et je me questionne, est-ce que c'est en partie une mesure d'adaptation étant donné que les conditions sont, comme Philippe le disait, on a des hivers qui sont beaucoup plus variables, les conditions qui changent tout le temps. On a l'équipement carrément qui est en train d'évoluer peut-être pour répondre à cette variabilité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous voyez d'autres choses? Peut-être Paquito peut en parler, mais la sécurité aussi des athlètes et aussi des gens qui pratiquent les sports d'hiver sont particuliers. Jean-Philippe en parlait un tout petit peu tout à l'heure, mais une neige plus lourde, ça veut dire aussi des blessures potentielles plus importantes, donc des risques aussi d'avalanche. Jean-Philippe en a parlé, mais d'une pratique de sport, notamment pour le ski alpin, qui pourrait être problématique d'un point de vue sécuritaire et aussi en termes de blessures. Peut-être je vais te laisser aller là-dessus, Paquito, c'est plus ton domaine, mais clairement, il y a un effet aussi sur la sécurité à la fois des gens qui le pratiquent et aussi la santé d'un point de vue général. Oui, par exemple, pour faire un exemple du coup sur la santé, on sait qu'un des enjeux, un des facteurs, la barrière la plus importante chez les Canadiens, c'est l'activité physique l'hiver. Et puis que, par exemple, le patinage dans des patinoires publiques est une activité plébiscitée culturellement, mais en termes de santé publique, ça représente une certaine dose d'activité physique intéressante pour un moment dans l'année où tout le monde est un peu moins actif. Et puis, la disparition potentielle de cette pratique culturelle nous fait penser que ça peut avoir, et que si elle disparaît, ça va avoir une conséquence en fait, dans un second temps sur la santé physique et mentale des Canadiens ou des Québécois qui vont arrêter de pratiquer ça parce que ça avait une place culturelle forte et puis qu'il n'y aura pas de proposition de remplacement potentiel, hein, parce que les choses, si vous avez un terrain boueux, vous ne pouvez pas faire de la raquette ni même de la randonnée, un peu comme à la fin de l'hiver quand on a ici. Puis tu parlais d'adaptation, mais il ne faut pas oublier qu'aussi l'activité physique peut être une stratégie d'atténuation. Puis la meilleure activité physique qu'on peut développer, c'est le vélo d'hiver. Le vélo d'hiver, j'entends utilitaire pour se déplacer, pour remplacer les déplacements courts. Hein. Il y a à peu près moins de 10% des déplacements faits à Montréal ou dans la grande région de Montréal font environ 1 miles. D'accord ? 10%, c'est énorme. Ça veut dire qu'on pourrait très facilement développer du vélo d'hiver utilitaire en milieu urbain notamment. Merci, merci pour ces réflexions. Je me permets d'enchaîner avec une question du public. On nous demande, selon vous, quel ministère serait le ou les plus réceptifs pour prendre action à la lumière des résultats de recherche alarmants? Est-ce que c'est santé, c'est sport et loisirs, environnement, tourisme et pourquoi?
car les données illustrent sans équivoque la problématique. Toutefois, peu d'actions sont prises par nos gouvernements pour réduire les émissions. Donc, à qui revient cette responsabilité? Je ne suis pas un spécialiste de la politique provinciale du tout, mais j'ai l'impression de mon vécu, c'est totalement anecdotique, là, mais j'ai l'impression que les initiatives qui vont fonctionner vont être plutôt bottom-up que top-down. J'ai l'impression que ça va venir, par exemple, Ski de fond au Québec a commencé à amorcer une démarche d'adaptation au changement climatique. Les stations de ski vont le faire aussi pour devoir s'adapter. Les municipalités commencent à installer des patinoires couvertes pour faire en sorte que c'est des pluies l'hiver, ben, ça limite l'impact sur la qualité de la glace. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt ces, ces organisations, ces gouvernements de proximité qui vont prendre la balle au bon plutôt que les gouvernements provinciaux ou fédéraux. C'est mon feeling, mais je pense que Paquito a une meilleure lecture de la situation que moi là-dessus. Ben, je ne sais pas si j'ai une meilleure vision, mais en tout cas, la question qui a été posée me fait penser à un livre qui s'appelle 2 degrés d'un chercheur en sciences politiques qui s'appelle Zakai et qui, lui, propose le fait qu'il devrait y avoir une réorganisation de la politique avec un ministère de l'Environnement par lequel tous les autres ministères devraient passer pour pouvoir faire passer leurs projets, leurs réformes, leurs nouvelles lois. Parce que pourquoi il n'y a rien qui est fait en partie, c'est aussi parce que tout est en silo. C'est-à-dire que le ministère de l'Environnement, c'est juste un ministère parmi d'autres. Or, Zakai, dans son ouvrage, propose de vraiment en fait, faire du ministre de l'Environnement un deuxième Premier ministre, voire même le Premier ministre. Donc, une perspective intéressante, vraiment transversale, qui nous rappelle qu'on doit avoir ce filtre dans tous les ministères. Et je fais du pouce pour Paquito. Nous avons déjà échangé sur cette idée que même tous les étudiants à l'UQAM devront prendre un cours sur les changements climatiques. L'idée d'avoir une formation universelle parce que c'est transversal, ça touche toutes les disciplines. Oh, je vois des réactions. Donc, je pense que c'est une idée qu'on devrait continuer à travailler à l'UQAM. Philippe, oui. Je vais faire un tout petit peu de pause sur ce qui vient d'être dit. Nous avons une élection provinciale cette année. Une façon aussi pour faire aussi, je suis tout à fait d'accord avec ce que suggère Paquito et aussi Jean-Philippe, mais la proportionnelle devient une priorité nationale et provinciale. Tant et aussi longtemps que nous n'aurons aucun représentant des partis verts ou des partis un peu plus environnementaux à l'intérieur de l'échiquier politique et au Parlement, nous n'aurons jamais, je dis bien jamais ici au Québec, un Premier ministre vert parce que les intérêts économiques, pour l'instant, d'après ce qu'on comprend, priment avant que les autres intérêts. Donc, l'importance d'avoir une représentation de tous les partis, y compris les partis verts, comme c'est le cas en Europe, permet justement cette progressive aussi implication de l'ensemble des ministères, des problématiques environnementales. Donc, peut-être on est tous des électeurs potentiels, j'espère, de pouvoir justement insister sur l'importance d'avoir une proportionnalité au plus rapidement possible, le plus rapidement possible. Voilà. Puis l'autre chose qui serait bien aussi, c'est que j'ai l'impression que dans le discours politique actuel, la lutte au changement climatique est très, très centrée sur l'atténuation de nos gaz à effet de serre. Très louable, certainement, mais ce qui est le fun, quand on concentre tous nos efforts sur l'atténuation, puis on occulte la dimension adaptation, on peut considérer pratiquement les changements climatiques comme un act of God. Ah, il y a des inondations au Québec, c'est les changements climatiques, c'est un act of God, c'est quelque chose qui est causé par l'humanité globalement, finalement. Et donc, au Québec, on en subit les conséquences, puis ça déresponsabilise nos dirigeants aussi. Hein. Donc, recentrer le discours non seulement sur l'atténuation, mais davantage sur l'adaptation au changement climatique, je pense que c'est une priorité aussi si on veut faire des gains à ce niveau-là. Là, je trouve que c'est souvent, bon, je prêche pour ma paroisse, hein, mais c'est souvent le parent pauvre de la discussion sur la lutte au changement climatique. Merci, Jean-Philippe. Je vois une main. Est-ce que c'est Marie-Audrey? Oui, c'est moi. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui.
En fait, moi, j'ai une question. J'aimerais revenir sur quelque chose que Patrick Paquito a dit par rapport au vélo d'hiver. Ça m'intéresse beaucoup parce que moi, je suis une adepte de vélo d'hiver depuis quelques années. Je suis arrivée sur le tard à cette pratique-là, mais probablement par peur non fondée. Maintenant, j'adore ça, puis j'en fais beaucoup, mais ça demeure une pratique très, très marginale. Tu sais, si j'en parle dans mon entourage, les gens me disent « Oh mon Dieu, c'est dangereux, il doit faire froid, comment tu fais? » Et je me demandais s'il y a tant d'espace pour augmenter cette pratique-là dans les villes pour les déplacements en hiver. Comment est-ce qu'on peut faire, selon toi, Paquito, pour inciter les gens à adopter cette pratique-là? Merci de ta question, Marie-Audrey. C'est un sujet sur lequel on travaille au sein de mon laboratoire. On fait une étude en ligne actuellement pour identifier les déterminants. Qu'est-ce qui fait que les utilisateurs de vélos d'hiver font du vélo d'hiver? Donc, je ne vais pas me gêner de t'envoyer l'étude pour que tu puisses y répondre. Notamment, on cherche des femmes parce que sur l'enjeu du vélo d'hiver, il y a un gros écart entre les hommes et les femmes. Donc, on sait qu'il y a un effet, il y a ce qu'on appelle les interventions douces et dures. Les interventions dures pour augmenter la pratique du vélo en général et la pratique du vélo d'hiver, c'est des pistes cyclables séparées de la chaussée, déneigées, et surtout un changement de réglementation sur les utilisateurs de voitures. Or, pour l'instant, les mairies, les agglomérations, elles ont tendance à se concentrer un tout petit peu sur les infrastructures, mais beaucoup moins sur les utilisateurs de voitures. On sait par exemple qu'est-ce qui fait qu'un parent autorise ou pas son enfant à faire du vélo d'hiver ou du vélo tout court, c'est la perception de sécurité dans son quartier. La perception. Et cette perception-là, elle passe par la vitesse autorisée à laquelle on doit rouler. Donc, c'est un mélange en fait d'interventions dures et douces. Sur les interventions douces, plutôt motivationnelles, nous, on est en train de développer des interventions parce qu'il n'y a pas grand-chose qui était fait. Mais sur les interventions dures, il y a par exemple l'INSPQ qui a fait un super rapport de propositions qui est malheureusement pas suivi des faits. Un exemple très concret, dans votre quartier, dans votre village, dans votre ville, regardez combien il y a de racks à vélo disponibles pour une école l'été et regardez combien de ces racks à vélo s'ils ne sont pas recouverts de neige l'hiver. Je vous invite à aller voir des vidéos d'écoles en Finlande où vous avez des stationnements de 600 vélos, où ils ont des conditions plus extrêmes que nous. Et pourquoi ils ont des stationnements de 600 vélos? Parce qu'ils ont des lois qui obligent toutes les écoles à être rejointes par des pistes cyclables déneigées ou avec de la neige tassée, séparées de la chaussée. Donc, c'est une manque de volonté politique claire qui fait qu'il n'y a pas assez de vélos d'hiver. Et puis aussi, je pense, une intervention un peu plus personnelle, une vision de la nordicité chez les Canadiens qui n'est pas encore là. Moi-même, on me dit tout le temps ah, je suis un cycliste d'hiver, tu as du courage. Alors que tant qu'on me dit ça, ça veut dire que culturellement, dans les normes, ce n'est pas du tout ancré le déplacement en vélo d'hiver. Donc, je partagerai avec l'ISE l'étude en ligne s'il y a des cyclistes d'hiver parmi l'auditoire. Ah oui, très certainement. OK, je suis intéressée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Audrey. Et j'en profite pour te remercier de façon élargie. C'est grâce à Marie-Audrey qu'on a ce panel aujourd'hui. Donc, on te remercie pour tous les efforts d'organisation et la belle idée que tu as eue. Et cette question et ta réponse, Paquito, a amené aussi un commentaire de Marie-Hélène qui partage son mémoire vélo d'hiver à Montréal. Donc, merci beaucoup, Marie-Hélène, pour ce partage. Et puis, on vous invite aussi d'en prendre connaissance et de le lire. Donc, sans plus tarder, j'aimerais aussi vous remercier. Donc, Philippe Cachon, Jean-Philippe Martin, Paquito Bernard, merci beaucoup de nous avoir éclairés et d'amener ces perspectives sur ce sujet important. Et merci à tous les participantes qui se sont connectées pour participer à la table ronde d'aujourd'hui. On vous souhaite une bonne continuation. Un rappel qu'on a les salons d'accueil qui vont présenter nos programmes plus tard dans la journée. N'hésitez pas de venir faire un tour et parler à nos équipes sur place. Donc, bon après-midi tout le monde. Merci. Au revoir.